Bonjour et bienvenue à vous. Je suis ravi de vous retrouver pour la lecture du chapitre 1 du livre intitulé « La résurrection et la vie éternelle sont désormais notre réalité » de Grigory Grabovoy. Alors, qu'allez-vous apprendre dans ce chapitre 1? Il faut savoir que le chapitre 1 est principalement constitué de témoignages de résurrection par des proches de personnes ressuscitées. Grigory Grabovoy nous explique comment il a ramené des personnes décédées à la vie. Entre autres, vous verrez dans cette lecture 1. La symbolique du chiffre 8 et son rapport à Jésus-Christ. 2. Les capacités extrasensorielles du lion, le roi des animaux. On l'a toujours appelé le roi des animaux, mais aujourd'hui nous allons savoir pourquoi il est appelé le roi des animaux. Le lion a des capacités extrasensorielles. 3. L'aigle qui voit jusqu'à 5-7 heures du futur. Là, il est 15 heures, disons que l'aigle a la capacité de voir tous les événements qui vont se dérouler entre maintenant jusqu'à 22 heures. Waouh! Qu'en est-il de l'être humain? 4. Grigory nous montre comment il peut déplacer l'espace-temps d'un endroit à un autre de telle sorte que les événements qu'il y a eu au milieu s'effacent totalement comme la mort d'un être humain. Et personne ne peut s'en souvenir, c'est comme si l'événement n'avait jamais eu lieu. Notre réalité est vraiment contrôlable. Pour ceux qui viennent de prendre le train en marche, ceux qui ont raté les épisodes précédents, je vous encourage à cliquer dans la description pour trouver un lien qui va vous amener vers la liste de lecture où vous trouverez les épisodes précédents. C'est important de prendre depuis le début pour pouvoir mieux comprendre ce livre qui peut être souvent déroutant. Alors, avant de commencer la lecture proprement dite, je vous encourage à cliquer sur le bouton s'abonner pour ne pas rater la suite de la lecture de ce livre formidable. Je suis William Weder. En fin 2014, un paquet de pathologies s'est installé en moi. Dépression, spasmophilie, perte de la vue, problèmes au foie, etc. La souffrance, mon quotidien. À tel point qu'à un moment donné, j'ai demandé à mourir pour en finir. 4 ans plus tard, je me guéris de la plupart de ces pathologies sans traitement médical. Et mieux, j'aide les autres à guérir souvent de façon instantanée. Ma vision spirituelle s'est développée, je vois souvent à travers les murs, souvent je vois les formes dynamiques des objets de la réalité et surtout, cette joie au quotidien. Alors, entre ces deux réalités, il y a eu quelque chose, le développement de ma conscience. Gratitude au docteur Grigory Grabovoy. La conscience humaine développée peut résoudre n'importe quel problème de la réalité. J'ai donc créé cette chaîne YouTube et le site illimito.com pour vous aider à développer rapidement et harmonieusement votre conscience afin de matérialiser dorénavant une réalité harmonieuse. Alors, abonnez-vous pour ne rien rater. Vous savez qui je suis maintenant? On y va. La résurrection et la vie éternelle sont désormais notre réalité. Chapitre 1. Cas concret de résurrection des êtres humains. Dans ce chapitre, nous examinerons certains cas concrets de résurrection. Tous ces faits ont été confirmés par des documents officiels présentés dans l'annexe A. Parmi plusieurs faits de résurrection, nous avons choisi quelques-uns qui donnent une image diversifiée. Parfois, des gens me demandent d'effectuer la résurrection tout de suite après la mort biologique ou bien ils me contactent plus tard. Les 4 cas présentés ci-dessous se distinguent par le temps passé depuis la mort biologique jusqu'à la résurrection. Quelques heures après la mort biologique, le 4e fait quelques semaines, le 3e quelques mois, le 1er et quelques années le 2e fait. Dans les 2 cas, il s'agit de résurrection d'hommes. Dans les 2 autres, celle de femmes. Cas numéro 1. Les textes des 2 témoignages cités ci-dessous sont extraits du livre de Grigory Grabovoy, Pratique du pilotage, chemin du salut.
Témoignage d'Emilia Roussanova du 27 mai 1996. Le 25 septembre 1995, au cours de notre rencontre avec Grigory Grabovoy, je lui ai demandé de ressusciter mon fils A. Roussanov, né le 22 août 1950 à Moscou et décédé le 16 juin 1995 à Moscou également. Avant de m'adresser à Grigory Grabovoy, j'étais complètement désespéré et j'avais eu un infarctus. Après la rencontre avec Grigory Grabovoy au début d'octobre 1995, j'ai eu l'espoir que mon fils reviendrait. J'ai commencé à ressentir sa présence spirituelle à la maison. Je suis allé au cimetière et, ayant approché la tombe de mon fils, j'ai vu une fissure profonde à travers toute la tombe. Au milieu, il y avait une sorte de fossette et il semblait que la terre était poussée de l'intérieur. Vers minuit, j'ai nettement vu, malgré mes yeux fermés, 2 cordeaux blancs partir de ma poitrine et pour atteindre la tombe de mon fils, la fossette dans la tombe. Puis j'ai semblé tirer ces cordeaux et j'ai ressenti de la lourdeur. Cela a duré quelques secondes. Mon fils était enterré au cimetière Vostriakovskoï de Moscou. Ma vision de sa tombe a eu lieu au niveau de la fenêtre de mon appartement au 7e étage. Je me suis adressé à Grigory Grabovoy et ensuite j'en ai parlé à Tatiana Kozlova, l'ex-épouse de mon fils, avec qui j'avais gardé de bonnes relations après leur divorce. Tatiana Kozlova avait été présente aux funérailles de mon fils. Plus tard, entre octobre et février, Tatiana m'a dit à plusieurs reprises qu'elle voyait souvent dans les rues de Kaliningrad et Moscou des gens qui ressemblaient à mon fils A. Roussanov. Au début du mois de février 1996, Tatiana a pris le train Yantar pour aller à Moscou, à la ville de Kaliningrad. Dans le compartiment du wagon, il y avait un homme qui ressemblait beaucoup à mon fils, A. Roussanov, par son apparence, sa démarche, son comportement, ses gestes, son regard, mais il semblait être perdu et détaché. Il voyageait en compagnie d'un homme qui semblait l'accompagner, le guider, mais qui ne l'a jamais appelé par son nom. Tatiana était étonnée quand mon fils, après avoir vu un billet de banque courant 1000 roubles, n'a pas reconnu ce que c'était. Témoignage de Tatiana Kozlova du 27 mai 1996. De décembre 1975 à octobre 1982, j'ai été marié à A. Roussanov. Après notre divorce, j'ai gardé de bonnes relations avec sa mère, Emilia Roussanova, née le 25 juin 1927 dans la région de Moscou. Le 26 septembre 1995, au cours de notre rencontre, Emilia m'a dit qu'elle s'était adressée à Grigory Grabovoy et lui avait demandé de ressusciter son fils A. Roussanov. Selon le certificat de décès, A. Roussanov est décédé le 16 juin 1995 à Moscou. Après notre rencontre et en sachant que Grigory Grabovoy travaillait pour ressusciter A. Roussanov, j'ai commencé à remarquer entre octobre 1995 et février 1996 des gens dans les rues qui avaient l'apparence d'A. Roussanov. Quand j'ai voyagé à Kaliningrad, j'ai vu un homme de mon compartiment de train qui semblait sortir d'un autre monde. Cet homme ressemblait à A. Roussanov par la couleur de ses cheveux et de ses yeux, par son apparence et par le pourtour de son visage. Son comportement correspondait exactement à celui d'A. Roussanov. Les traits de caractère coïncidaient également. Il avait les mêmes habitudes, taciturnité, passion pour la lecture. La plupart du temps, il lisait un journal. La personne qui l'accompagnait était un homme de taille moyenne et ne l'a jamais appelé par son nom pendant le voyage. Quand cet homme a sorti de l'argent, la personne ressemblant à A. Roussanov était étonnée après avoir vu un billet de 1000 roubles d'argent courant. J'ai eu l'impression que cet homme avait été coupé de la vie courante pendant quelque temps, mais il semblait conserver des habitudes du métier. Son compagnon a dit qu'ils étaient chauffeurs. Commentaire de Grigory Grabovoy. Ces descriptions contiennent certains points importants que nous allons analyser plus en détail. Commençons par celle d'Emilia Roussanova, la mère de celui qui est parti. Au début de son témoignage, Emilia dit qu'une fois la séance de résurrection commencée, elle a senti la présence de son fils à la maison. Lorsque l'homme subit la mort biologique et qu'il est enterré par la suite, sa conscience conserve toujours toutes les connaissances acquises. Elle garde encore un lien avec son corps physique dans lequel la vie n'est plus présente. Bien que tous les processus vitaux soient arrêtés dans ce corps, ce dernier réagit à une information venant de l'extérieur.
Par conséquent, en imaginant le corps d'une personne décédée, il est possible de transférer à son âme les connaissances sur la résurrection. Dans notre cas, la mère a fixé sa conscience sur son fils et lui, de son côté, il a senti ce contact. Plus tard, lors de nos discussions avec le ressuscité, il s'est avéré que l'homme percevait réellement la conscience extérieure s'adresser à lui. Il continuait à lier son corps physique à son propre moi, quoique ce corps se trouvât dans la tombe et fût certainement limité dans ses capacités. De plus, selon le ressuscité, sa présence sur le plan informationnel commun montrait que son corps physique existait toujours et possédait toutes les qualités nécessaires pour continuer à faire partie de la société. Il est aussi important de noter que cette connaissance contenait l'information antérieure reliée aux fonctions de ce corps physique durant sa vie et également la nouvelle information liée à sa mort biologique. Continuons à lire le témoignage d'Emilia. Quand elle s'est approchée de la tombe de son fils, elle a vu une fissure profonde traverser toute la tombe. Au milieu, il y avait une sorte de trou d'où la terre semblait avoir été poussée de l'intérieur. L'éjection submentionnée de l'intérieur est une matérialisation primaire de la conscience qui se trouvait dans le corps physique. Lorsque j'ai commencé le travail de résurrection, cette conscience est matérialisée sous une forme sphérique et s'est retrouvée dans le champ informationnel de la planète. Ensuite, la structure matérielle commence à se construire autour de l'âme. Il s'agit de la structure que nous voyons en regardant les gens. D'ailleurs, l'homme peut être considéré comme une structure de la conscience possédant une certaine enveloppe charnelle. J'ai mentionné la matérialisation primaire de la conscience sous une forme sphérique. Après le passage de cette sphère dans le champ informationnel de la planète, sa projection peut se faire dans un fœtus, alors un enfant naîtra, ou dans une structure de résurrection. Dans notre cas, il s'agit bien d'une projection dans une structure de résurrection, c'est-à-dire que le même corps et le même homme ont été reconstitués. Jésus-Christ a ressuscité Lazare de la même façon. La seule différence est qu'après la mort biologique, quelques mois se sont écoulés et non quelques jours. Ensuite, Emilia écrit qu'elle a vu 2 cordeaux blancs sortir de sa poitrine pour atteindre la tombe de son fils, notamment le trou qui s'y est créé. Et puis il lui a semblé qu'elle tirait ses cordeaux en ressentant leur lourdeur. Nous apprenons également que le fils de Roussanova a été enterré au cimetière Vostriakovskoï de Moscou et la vision de sa tombe a eu lieu au niveau de la fenêtre de son appartement situé au 7e étage. Les 2 cordeaux ci-dessus caractérisent une étape transitoire. Le premier cordeau est apparu au moment de la naissance de l'enfant. C'est la structure de la naissance de son fils. Le deuxième cordeau est la structure de la prolongation ou de la continuation éventuelle de sa conscience et de son être. Comme j'ai mentionné auparavant, les 2 options sont possibles après la mort biologique. Soit la renaissance à travers un autre enfant, autrement dit la réincarnation, soit la résurrection et la restauration du même corps. Dans notre cas, la gestion extérieure a abouti à l'option de la résurrection. L'apparition des 2 cordeaux et la perception au même niveau de la tombe du fils et de l'appartement situé au 7e étage signifient le lien entre les structures de la conscience du fils et celles de l'environnement extérieur. Dans la pratique de résurrection, il existe un moment assez particulier qui caractérise l'attachement du corps à l'endroit où se trouve ce corps après la mort biologique. L'attachement primaire est à une distance d'environ 2 mètres du corps physique. Toute la zone de l'attachement existe approximativement dans un rayon de 50 mètres de la tombe. Plus loin se situe l'accès vers le champ informationnel du monde extérieur. La connaissance de l'attachement et des aspects qui y sont liés est importante pour la procédure de la résurrection, car le retour par la mort biologique signifie aussi le passage par la structure de l'attachement. Certes, le ressuscité doit sortir de cet attachement. D'ailleurs, si l'on analyse la description d'Emilia Roussanova de ce point de vue, on peut dire qu'elle voyait la forme de la tombe comme une variante de l'attachement du corps biologique à un endroit fixé. Ensuite, le témoignage de Roussanova se base sur l'information obtenue de T. Kozlova. On peut donc prendre une description des événements ultérieurs chez les 2. Après m'avoir adressé la demande de ressusciter son fils, Emilia Roussanova en parlait à l'ex-femme de son fils T. Kozlova.
À la suite de cette conversation, cette dernière a commencé à remarquer dans les rues des gens qui ressemblaient à son ex-mari. En prenant le train pour Kaliningrad, elle a rencontré dans son compartiment un homme qui avait tous les traits de Roussanov. Si l'on lit la description de cette rencontre donnée par Kozlova, on peut avoir l'impression qu'elle était trop passive. Mais imaginez que vous êtes dans le train et que vous rencontrez dans votre compartiment un homme qui ressemble comme deux gouttes d'eau à votre proche que vous avez enterré il y a quelques mois. En plus, cet homme ne vous prête aucune attention. À votre avis, seriez-vous capable de l'approcher et de lui dire « Salut, alors tu ne me reconnais plus ?» Ou bien resteriez-vous figé, silencieux, sans pouvoir faire un pas parce que vos jambes sont flageolantes? Quoique Tatiana ne décrive pas ses sensations au cours de cette rencontre, on peut imaginer qu'elle a été emportée par toute une gamme d'émotions et de sensations diverses. Étonnement, confusion, embarras et la compréhension soudaine que la résurrection a eu lieu malgré tout. Ces sensations sont dues au fait qu'aujourd'hui, la plupart des gens considèrent la résurrection comme un miracle. Ils ne comprennent pas encore que la résurrection est une procédure standard. Bientôt, la résurrection sera perçue comme quelque chose de tout à fait normal et naturel. Pour le moment, la personne qui voit tout d'un coup à côté d'elle le proche qu'elle avait enterré n'arrive à faire aucune conclusion, car pour elle cela reste un miracle ou bien elle craint d'agir de façon incorrecte. En lisant le témoignage, il faudrait tenir compte de l'état de la personne dans cette situation. Ce livre aide l'homme à comprendre la réalité et à apprendre à se comporter dans de telles circonstances. Lors de la toute première rencontre avec le ressuscité, il est particulièrement important de lui parler et de lui proposer de l'aide. Revenons à la description de Roussanova. Kozlova a donc commencé à rencontrer des gens ressemblant à Roussanov dans les rues et puis pendant son voyage de Moscou à Kaliningrad. Elle a rencontré dans son compartiment un homme qui avait tous les traits de Roussanov. Les ressuscités comprennent bien l'état des gens vers lesquels ils retournent et ne veulent en aucun cas les stresser. Au début, Roussanov apparaît donc à une certaine distance de son ex-femme, l'emmenant petit à petit à l'idée de son retour possible, d'autant plus qu'elle était déjà au courant à propos de la résurrection. Lorsqu'elle écrit qu'elle voyait des ressemblances avec son ex-mari, en réalité, elle voyait Roussanov lui-même ressuscité. Par ailleurs, les ressuscités se comportent de façon délicate et compréhensive, car leurs consciences ont reçu des éléments de résurrection. Ils perçoivent ainsi la réalité différemment. Par exemple, ils croient que la vie est éternelle et leur expérience le confirme. Ils ont aussi une attitude particulière vis-à-vis des lois du macroscope. Pour eux, ces lois sont justes et les ressuscités les respectent. Ils sont aussi au courant de l'existence de l'attachement à une distance de 50 mètres et quand ils reviennent sur le plan physique, ils restent pendant quelque temps à l'extérieur de ces 50 mètres par rapport aux gens vers lesquels ils reviennent. Après le premier contact, lorsque le revenant est perçu au niveau de la sensation, commence la deuxième étape, celle de la visualisation. Le ressuscité commence maintenant à établir des contacts plus proches avec les vivants. Nous voyons que Roussanov se retrouve tout près de son ex-femme dans le compartiment du train. Ici, le ressuscité maîtrise déjà la technique de gestion et dans ce cas, celle de la situation. Il acquiert cette technique au moment de la résurrection. Par conséquent, il peut lui-même trouver et créer des situations permettant d'établir le contact avec ceux qu'il connaissait et vers qui il revient. Voilà comment Emilia décrit l'impression de son ex-belle-fille. Il lui ressemblait par son apparence, sa démarche, son comportement, ses gestes, son regard, mais il paraissait perdu et détaché. Il voyageait en compagnie d'un homme qui semblait l'accompagner, le guider, mais qui ne l'a jamais appelé par son nom. Le ressuscité comprend l'état de la personne qu'il avait connue et agit en fonction. S'il venait tout seul, la concentration de l'attention de son ex-femme sur lui pourrait être si grande que cela aurait rendu son adaptation plus difficile et aurait pu changer le cours prévu des événements. C'est pourquoi on introduit un élément qui distrait partiellement l'attention de Kozlova, un accompagnateur du ressuscité. D'ailleurs, cette personne ne doit pas spécialement être quelqu'un de réel dans le sens commun. Elle peut juste avoir une apparence visuelle. J'ai déjà mentionné ci-dessus l'attachement primaire dans un rayon d'environ 2 mètres du corps physique. Sur le plan astral, la concentration partielle ou substantielle sur le deuxième homme correspond au détachement de la zone primaire, c'est-à-dire de la zone de l'atome, et au passage de cette zone à la personne accompagnatrice.
Notons que cela ne doit pas être nécessairement un homme. Par exemple, une voiture où se trouve le ressuscité ou autre chose. C'est le principe même du détachement du ressuscité de la zone primaire qui compte. Le fait que le deuxième homme n'appelle pas Roussanov par son prénom s'explique de la façon suivante. Dans le contexte de cette rencontre, cela pourrait provoquer un choc chez T. Kozlova et aboutir à la destruction de certaines de ses cellules. Le ressuscité saisit bien la situation et l'état de la personne devant lui, car il est passé par des phases plus profondes de la déstructuration et ensuite de la structuration de sa conscience. Il reste donc très prudent. On peut noter un point important dans le témoignage d'Emilia Roussanova. Après la phrase submentionnée, elle écrit « Tatiana était étonnée quand mon fils a Roussanov, point de suspension. » Roussanov ne parle pas d'un homme ressemblant à son fils. Elle dit « mon fils ». Cela démontre qu'après avoir écouté l'histoire racontée par Kozlova, Roussanova a complètement identifié le ressuscité comme son fils qui est revenu à la vie. L'identification spirituelle constitue le critère principal, confirmant qu'il s'agit de la résurrection de cette personne en particulier. La phrase suivante du témoignage dit « Après avoir vu un billet de l'argent courant, 1000 roubles, il n'a pas reconnu ce que c'était. » Dans quelle situation un homme ordinaire pourrait-il réagir de cette façon et ne pas reconnaître les billets? Par exemple, si au moment de l'introduction du nouvel argent courant, il avait été à l'étranger, alors il aurait exprimé le même étonnement à la vue de cette nouvelle réalité. Quant à Roussanov, au moment de la réforme monétaire en Russie, il se trouvait dans l'espace limité de sa tombe. Il ne pouvait pas savoir ce qui se passait dans le pays. Sa réaction a donc été similaire à celle d'un homme venant de rentrer dans son pays après une longue absence. Le schéma décrit de la résurrection n'est pas standard. Il est plutôt typique pour le moment vu la perception actuelle du phénomène de la résurrection par la société. En effet, ce schéma reflète les lois réelles de la résurrection. Tout dépend du degré auquel les gens sont prêts au retour de leurs proches ou de leurs amis. Le processus de la résurrection peut prendre peu de temps. Dans un avenir très proche, quand au moins une partie de la société aura accepté la résurrection comme une procédure standard normale, elle se réalisera rapidement. J'ai réuni ces témoignages de telle façon que le schéma des résurrections permette d'apprendre à ressusciter à travers une analyse généralisée des faits. Le deuxième chapitre parle aussi de la possibilité d'une résurrection instantanée. Mais pour cela, le ressuscitant doit avoir un niveau de développement spirituel très élevé. Cas numéro 2. Passons à l'examen du deuxième cas de résurrection. Témoignage de Svetlana Kulikova du 26 janvier 1999. Point de suspension. Après la rencontre avec Grigory Grabovoy, au cours de laquelle il a accepté de ressusciter mon fils Valentin, assassiné en 1993, j'ai commencé à étudier sa thèse de doctorat et son livre en 3 volumes. Pratique de pilotage, chemin de salut. J'ai eu beaucoup de questions, parfois l'incapacité de savoir d'où venaient les formules et de comprendre les phrases laconiques de la thèse me désespérait. Après chaque lecture, le texte me semblait différent. Quelque chose y avait changé. Puis soudainement, le 10 janvier 1999, vers 23 heures, après une nouvelle tentative de comprendre l'incompréhensible et en plein désespoir, j'ai demandé mentalement de l'aide à Grigory Grabovoy. En peu de temps, mon incompréhension a disparu. Les définitions de la forme cubique du temps et des lois de l'organisation du monde sont devenues très claires. Le sentiment de la joie et du bonheur est apparu. Pendant quelques jours, je me posais la question qui me torturait. Mais qui est Grigory Grabovoy? Le 13 janvier 1999, j'ai ressenti un désir irrésistible d'aller à la fenêtre. J'y suis allé et j'ai admiré le beau paysage hivernal avec une neige bleue et scintillante. Il était à peu près 22h40, 22h50. Et la question s'est encore posée. Mais qui est Grigory Grabovoy? Tout d'un coup, au lieu de la neige, j'ai vu devant moi d'énormes chiffres noirs pulsants. 14-11-1963. Ensuite, des signes d'addition sont apparus entre ces chiffres avec une équation étrange. 1 plus 4 plus 1 plus 1 plus 1 plus 9 plus 6 plus 3 égale 8. Et le 8 luisait en couleur lumineuse lilas-violet.
Ensuite, le 8 a tourné et a formé le signe de l'infini. On m'a appelé à table et les chiffres ont disparu. Seulement le lendemain, j'ai compris que ces chiffres désignaient la date de naissance de Grigory Grabovoy et que leur somme était égale à 8, le nombre de Jésus-Christ. Si on le tournait, cela indiquerait l'éternité. Le 14 janvier 1999, ma fille Katia, la sœur jumelle de mon fils Valentin disparu, a passé la nuit chez nous. À 2 heures du matin, quand tout le monde dormait et à l'instant où Katia venait de partir dans sa chambre, j'ai entendu un bruit brusque, comme si un ballon avait éclaté. Un peu plus tard, on a entendu le froissement du papier d'aluminium qui était sur un fauteuil dans une des chambres. Tout de suite, Katia est sortie de sa chambre. Elle a dit qu'elle avait vu une boîte voler, comme si quelqu'un d'invisible l'avait poussée du pied. Je lui ai dit que j'avais entendu ce bruit et aussi le froissement du papier dans le fauteuil. Nous sommes allés voir le fauteuil et nous avons vu que le papier d'aluminium était comme écrasé et on y voyait la trace de la main d'un adulte. Après cela, on ressentait toujours une présence humaine à la maison. On entendait des bruissements, les rideaux bougeaient, le plancher craquait. Le 16 janvier 1999, mon fils Dimitri et mon petit-fils Mikhail racontent tous les deux qu'en se réveillant au milieu de la nuit, Dimitri a vu Valentin bien en vie sur le mur opposé au lit, à côté d'une grande photo d'un lion. Dimitri a fermé les yeux et les a rouverts. Valentin était toujours là. Alors mon fils a réveillé mon petit-fils Mikhail. Et l'autre a vu Valentin lui aussi. Avant, mon fils était très sceptique par rapport à la possibilité de ressusciter Valentin. Maintenant, il en est complètement sûr. Je veux ajouter qu'au cours de la rencontre avec Grigory Grabovoy, il m'a donné une cassette audio, enregistrée pour moi, où il expliquait ce que c'était le critère et pourquoi l'espace était secondaire par rapport à la conscience et l'intervalle du mouvement primaire. Quand je l'ai compris, la cassette a disparu. Elle s'est dématérialisée. Commentaire de Grigory Grabovoy. Svetlana Kulikova m'a demandé de ressusciter son fils Valentin assassiné en 1993. Elle m'a demandé de l'aide seulement en 1998. Plus de 5 ans se sont écoulés après la mort de son fils. En général, le processus de résurrection demande la même quantité d'énergie, peu importe si l'homme vient seulement de mourir ou bien s'il est décédé il y a longtemps. Cependant, la différence est, plus il y a de temps écoulé depuis le jour de la mort biologique, l'assassinat dans notre cas, plus les facteurs qui avaient causé la mort s'effacent. Cette circonstance facilite la résurrection et peut la rendre plus rapide. Il est donc important de connaître la cause de l'événement. Commençons l'analyse du témoignage. Svetlana Kulikova écrit qu'elle a étudié mes ouvrages sur mon travail pratique et cherchait à comprendre qui j'étais. Probablement, sa concentration sur cette question était si grande qu'un jour, admirant par la fenêtre un paysage hivernal, elle a reçu dans une forme symbolique la réponse à sa question. Point de suspension. J'ai ressenti un désir irrésistible d'aller à la fenêtre. J'y suis allé et j'ai admiré le beau paysage hivernal avec une neige bleue et scintillante. Et la question s'est encore posée. Mais qui est Grigory Grabovoy? Tout d'un coup, au lieu de la neige, j'ai vu devant moi d'énormes chiffres noirs pulsants. 1, 4, 1, 1, 1, 9, 6, 3. Ensuite, des signes d'addition sont apparus entre ces chiffres avec une équation étrange. 1 plus 4 plus 1 plus 1 plus 1 plus 9 plus 6 plus 3 égale 8. Et le 8 luisait en couleur lumineuse lilas-violet. Ensuite, le 8 a tourné et a formé le signe de l'infini. On m'a appelé à table et les chiffres ont disparu. Seulement le lendemain, j'ai compris que ces chiffres désignaient la date de naissance de Grigory Grabovoy et que leur somme était égale à 8, le nombre de Jésus-Christ. Si on le tournait, cela indiquerait l'éternité. Le 8 couché, c'est l'infini. Premièrement, la date du 14 novembre 1963 signifie le jour de ma naissance. Deuxièmement, l'addition dans le texte a été faite selon la règle utilisée en numérologie. On additionne jusqu'à ce que l'on ait un chiffre. Dans notre cas, nous avons 1 plus 4 plus 1 plus 1 plus 1 plus 9
plus 6 plus 3 égale à 26. 2 plus 6 égale à 8. Continuons l'analyse du témoignage. Il existe des données comme quoi, lors de la scène, Jésus-Christ a donné à ses disciples un signe avec un 8 un peu incliné, comme si c'était un signe du 8 et de l'infini en même temps. C'était le symbole de son niveau. Il le tenait dans ses mains et puis il l'a transmis aux disciples. Si le 8 est en position verticale, c'est juste un chiffre. S'il est horizontal, c'est le signe de l'infini. Le 8 est un chiffre ordinaire. Pour arriver à ce chiffre, il faut ajouter 8 chiffres 1 entre eux. Le 8 est donc désigné par un nombre fini d'éléments. Le 8 horizontal est complètement différent. C'est déjà le symbole de l'infini, symbole d'un nombre illimité d'éléments et de liens. Jésus avait le 8 incliné qui occupait ainsi une position intermédiaire entre les deux extrêmes, verticale et horizontale. Le 8 incliné de cette façon est un symbole capital correspondant au transfert de l'infini vers un nombre fini. Il correspond à la structure principale qui lie un nombre infini de phénomènes à un seul phénomène concret. Il désigne le passage du monde extrêmement diversifié à ce que nous voyons et ressentons maintenant. Ceci symbolise le principe du lien entre le spirituel et le matériel. Il désigne l'acte de création. Jusqu'à tout récemment, cette information a été cachée. Ici, je demande pour la première fois les propriétés de ce signe. Quant à Svetlana Kulikova, elle a été imprégnée d'un désir profond de comprendre l'essence de ce qui se passait et pendant un certain temps, elle est restée dans un état de tension permanente, ce qui l'a amenée vers une sorte de révélation. Cherchez et vous trouverez. Celui qui cherche doit être sincère. Lisons la suite du témoignage. À 2 heures du matin, j'ai entendu un bruit brusque, comme si un ballon avait éclaté. Un peu plus tard, on a entendu le froissement du papier d'aluminium qui était sur un fauteuil dans une des chambres. Tout de suite, Katia est sortie de sa chambre. Elle a dit qu'elle avait vu une boîte voler, comme si quelqu'un d'invisible l'avait poussée du pied. Je lui ai dit que j'avais entendu ce bruit et aussi le froissement du papier dans le fauteuil. Nous sommes allés voir le fauteuil et nous avons vu que le papier d'aluminium était comme écrasé et on y voyait la trace de la main d'un adulte. Après cela, on ressentait toujours une présence humaine à la maison. On entendait des bruissements, des rideaux bougeaient, le plancher craquait. Il faut noter un aspect important. Quand un ressuscité vient chez un proche, celui-ci peut avoir une réaction de l'hypophyse. À un certain degré de cette réaction, le proche voit le ressuscité, mais en même temps perçoit la situation en état de conscience élargie. Cela arrive si la personne n'est pas encore tout à fait prête à la rencontre directe avec le ressuscité. Leur rencontre se passe donc de façon douce. Ou bien le proche ne remarque pas du tout le ressuscité, quoique d'autres personnes puissent le voir et le fixer à l'aide de mécanismes. Dans notre cas, à cause de la réaction de l'hypophyse, les proches de Valentin n'ont pas pu le percevoir. Le texte note une autre particularité intéressante. Valentin et Katia étaient jumeaux. Un jumeau est un reflet informationnel et pour cette raison est le canal le plus favorable pour le premier niveau de la résurrection. Par ailleurs, plus il y a des gens qui souhaitent la résurrection, plus facile sera l'accès à celui qu'on veut ressusciter. C'est ce qu'on appelle le principe de la déparallélisation des signaux. Il faut que le plus grand nombre possible de personnes, de préférence des proches, souhaitent la résurrection, car cela facilite l'accès dans le monde des vivants. Le retour à la vie par un jumeau est plus favorable. Katia assurait donc le meilleur canal au premier niveau de la résurrection. La résurrection se fait à plusieurs niveaux. Le premier niveau, c'est le fait même de la résurrection. Le deuxième niveau, l'harmonisation avec 2 types de réalités, celle de ceux qui sont partis et celle des vivants. L'essence de cette harmonisation consiste en ce que, pendant un certain temps, le ressuscité doit être présent simultanément dans ces 2 niveaux de la réalité reliés par un passage intermédiaire. Lorsque l'enregistrement du ressuscité est en cours, et si par exemple on effectue une analyse de ses tissus, cela signifie qu'il a quitté le niveau de ceux qui sont partis.
Le troisième niveau. À cette étape, le ressuscité ne se trouve plus dans la structure des parties. Il est déjà dans celle des vivants. La stabilisation de son corps physique continue, mais il possède toujours ce que l'on appelle le corps de balance. C'est le corps dans lequel le corps physique peut être transféré si cela est nécessaire. Le passage du corps physique vers le corps de balance s'effectue par le transit de la matière, à peu près comme pour les vases communicants quand le liquide passe d'un récipient à l'autre. Imaginez que le ressuscité rencontre un vivant qui n'est pas encore prêt à un tel face-à-face. L'âme du ressuscité perçoit cette information et pour ne pas traumatiser la personne, le ressuscité établit la réaction de l'hypophyse de cette personne de telle façon que cette dernière commence à tout percevoir en état de conscience élargi. Au même moment, le corps de balance réalise le transit de la matière vers un autre endroit de l'espace-temps. Il faut avoir à l'esprit que l'âme qui dirige tout le processus est une structure illimitée. Le ressuscité se trouve alors dans un tout autre endroit. Cette capacité permet de rendre l'adaptation des ressuscités vis-à-vis des vivants plus harmonieuse. Le phénomène décrit ressemble à la téléportation, mais il existe pourtant une différence entre ces deux phénomènes. Pour téléporter un vivant, il faut connaître les coordonnées précises de l'endroit de la téléportation. Il faut avoir une grande connaissance des structures de pilotage, c'est-à-dire du niveau de l'âme. En revanche, dans le cas où le revenant commence à transférer la matière dans un autre endroit de l'espace-temps, la situation est plus simple car la place pour lui est déjà prête. Il y a une autre différence, c'est ce que la caméra enregistre dans les deux cas. En regardant la vidéo, on voit qu'en cas de téléportation, les éléments du corps apparaissent sous forme de mouvements discontinus, tandis que dans le cas du transfert de la matière en corps de balance qui se trouve dans un autre endroit de l'espace-temps, tous les mouvements sont très fluides, comme si la matière s'écoulait d'un endroit et apparaissait dans un autre, celui d'enregistrement. Le quatrième niveau. À ce niveau, le corps de balance devient inutile car le ressuscité a déjà établi les contacts avec de nombreuses personnes qu'il avait connues auparavant et ses documents sont préparés. Le cinquième niveau. À cette étape, le ressuscité fonctionne comme un homme ordinaire. Il n'est plus différent des vivants. Le ressuscité est libre de choisir s'il veut rester avec ses proches et ses anciennes connaissances ou non. Certains d'entre eux peuvent se comporter avec lui de façon indésirable. Dès qu'il aura fait son choix et pris une décision concernant l'endroit pour vivre, cela impliquera le cinquième niveau. Il n'aura alors plus besoin du deuxième corps, celui de transit, car ce ne sera pas indispensable de se cacher. Ces derniers temps, le passage au corps de balance se fait de plus en plus rarement, puisque maintenant une explication simple du fait de la résurrection peut suffire. Continuons à lire le témoignage. Point de suspension. Mon fils Dimitri et mon petit-fils Mikhaïl racontent tous les deux qu'en se réveillant au milieu de la nuit, Dimitri a vu Valentin, bien en vie, sur le mur opposé au lit, à côté d'une grande photo d'un lion. Alors mon fils a réveillé Mikhaïl et l'autre a vu Valentin lui aussi. Si la résurrection a lieu en présence des proches, comme ici de Dimitri et de Mikhaïl, sa vitesse augmente et il devient plus facile d'accéder à la zone de la sortie des ressuscités. La résurrection a eu lieu en présence de ces deux témoins. Ils ont vu Valentin vivant à côté d'une grande photo d'un lion. La présence d'une photo d'un animal dans la zone de la résurrection est assez importante. Mais au lieu d'une photo, cela peut être un chat, un chien ou une plante. Comme j'ai mentionné auparavant, la présence d'un autre objet disperse l'attention de l'homme, ce qui diminue la pression sur lui et accélère la résurrection. Il en résulte les règles suivantes. Premièrement, afin que la résurrection se fasse plus rapidement, beaucoup de gens doivent souhaiter que cette personne soit ressuscitée. Deuxièmement, il vaut mieux que ce soit des proches. Et enfin, troisièmement, la présence d'un animal, même s'il s'agit d'une photo, est très favorable pour la résurrection. D'ailleurs, le lion sur la photo dans notre cas a une particularité intéressante qui permet de voir le lien entre le ressuscité et le monde environnant. À ce propos, j'aimerais parler de certaines capacités informationnelles du lion et de l'aigle. À la différence d'autres animaux, le lion sait à l'avance quelle situation l'attend, ce qui peut lui arriver dans le futur proche, environ 1 heure. Comparons cela à un phénomène plus connu. Dans les grands aéroports modernes, les avions atterrissent chaque minute.
Pour assurer la sécurité des vols, les contrôleurs aériens doivent voir le déplacement de tous les avions dans l'air sur les écrans de leur radar afin de les guider en vol et durant l'atterrissage. Le radar émet des impulsions d'ondes électromagnétiques dans une direction donnée. S'il y a un avion dans cette direction, l'impulsion arrive vers lui et cette impulsion est renvoyée après la réflexion sur l'avion. Un point lumineux apparaît sur l'écran du radar à cet endroit. La différence de temps entre l'émission et la réception détermine la distance jusqu'à l'avion. Puis, des impulsions sont envoyées dans une autre direction. Ensuite, la direction change encore. Tout cela se fait très rapidement et permet de surveiller l'espace aérien. Sur les écrans de radar, on a l'image entière de la position des avions à un moment donné. Une telle surveillance de l'espace aérien est appelée dans le langage des experts le scanning. Le lion a donc la capacité de scanner l'espace d'événements futurs pendant une période allant jusqu'à 1 heure. Il voit ces événements futurs de la même façon que les événements actuels. En fait, on peut dire scanner l'espace d'événements futurs ou bien scanner le temps. C'est la même chose. De temps en temps, le lion émet une impulsion de conscience à partir de son thorax et reçoit le signal reflété. Cela lui permet d'obtenir une information préalable sur ce qui peut arriver. Cette impulsion se forme dans la zone de l'estomac, se reflète sur les parois de l'estomac, passe par le cerveau puis est lancée à partir de la zone de l'estomac. C'est le premier signal. Tout de suite après, le lion lance un autre signal à travers le cerveau. Les deux signaux se joignent presque tout de suite et l'impulsion qui en résulte sera utilisée pour scanner le temps. Lorsque cette impulsion se forme, l'estomac du lion devient un peu comprimé, ressemblant ainsi à un ballon de rugby. L'impulsion provient d'une de ses extrémités. Dans le cadre de notre thème, il est pertinent de dire quelques mots sur l'autruche. L'expression politique de l'autruche et d'autres phrases similaires signifient selon l'opinion courante qu'au lieu d'agir, l'autruche cache sa tête dans le sable ayant peur du danger. En réalité, ce n'est pas vrai. L'autruche peut scanner le temps jusqu'à 1 minute à l'avance. Si elle voit une menace réelle, elle s'en va. Ce fait a été confirmé par des expérimentations de scientifiques américains qui lançaient des ballons. Si le danger potentiel existe, mais à un moment donné, il n'est pas réel, l'autruche sait que rien de mauvais ne lui arrivera et elle cache alors sa tête dans le sable. Si la menace devient plus réelle, l'autruche s'en va. Revenons au lion. Le lion balaie le temps jusqu'à environ 1 heure à l'avance. S'il essaie de voir plus loin, par exemple 1h30 plus tard, il commencera à perdre sa forme à cause de la moindre mobilité. Il est peu probable que le lion puisse se le permettre. Le scan des futurs événements par le lion diffère de celui de l'espace aérien par le radar. L'impulsion envoyée par le radar est un segment d'une onde électromagnétique. Elle se déplace dans l'espace à la vitesse de la lumière. L'impulsion de la conscience envoyée par le lion ne va nulle part. Tout mouvement est absent. Cette impulsion apparaît instantanément dans l'endroit où le lion veut aller, en un point d'où elle est retournée après avoir scanné tout autour. Pour un signal reflété, à la différence d'un signal direct, il y a déjà la notion de la propagation des ondes. L'onde de retour se déplace à une très grande vitesse. Elle dépasse celle de la lumière, puis elle retourne vers sa première source. Lorsque le lion a besoin de traverser un certain territoire, apparaît une pensée relative à ce besoin. Imaginons-la sous la forme d'un cylindre. Il s'agit d'une sorte d'information. Quand cette pensée en forme de cylindre surgit dans l'esprit du lion, un cylindre un peu transformé, disons conique, apparaît immédiatement dans l'endroit où le lion veut se retrouver. L'apparition de ce deuxième cylindre conique est due au principe des liens communs entre tous les fragments de l'information. Le lion scanne l'information dans le segment nécessaire autour de cette forme qui vient d'apparaître. Le cylindre conique est composé de 2 parties. La première représente ce qui se trouve toujours dans ce segment, selon le principe fondamental affirmant que tout est présent dans tout. La deuxième partie comprend ce qui est produit par la volonté, dans notre cas, celle du lion. D'ailleurs, on pourrait calculer précisément cette volonté et particulariser ainsi le segment de l'esprit.
La gestion spirituelle est une structure dirigeante. L'esprit dirige la conscience. Cette hiérarchie affecte la prise de décision. Après que le lion a reçu le signal retourné, son esprit prend la première décision avant même que le signal soit traité par la conscience. Par exemple, quelque chose ne va pas plus loin sur le chemin et il faut sauter de côté. Ensuite, le signal retourné sera traité essentiellement par la conscience. Sur la base de ce traitement, le lion décidera de ce qu'il faut faire et où courir. Si l'on compare le comportement du lion avec celui du tigre, chez ce dernier, la structure dirigeante est sa conscience développée qui a remplacé la gestion par l'esprit. Par conséquent, le tigre agit avec un peu de retard. Nous voyons qu'en matière de gestion spirituelle, le lion dépasse considérablement le tigre et d'autres animaux. Cette capacité le distingue parmi les animaux et c'est pour cela que le lion est considéré comme le roi des animaux. En ce qui concerne l'homme, sur le plan spirituel, il possède un niveau spirituel à part et sa gestion spirituelle fait partie de la structure du contact avec Dieu. C'est pourquoi l'homme peut se développer rapidement s'il le souhaite. À partir de la description donnée du processus de la prise de décision, on voit que si la gestion spirituelle est beaucoup plus développée par rapport à la conscience, elle contrôlera toutes les cellules ainsi que la conscience elle-même. Dans ce cas, l'objet deviendra indestructible. Ainsi, la conscience gérée par l'esprit sera capable de créer de la matière, et donc n'importe quel corps physique, y compris l'homme. Maintenant, passons à un représentant unique des oiseaux dont nous avons parlé dans l'introduction, à savoir l'aigle. À part les capacités énumérées ci-dessus, l'aigle possède une autre capacité bien développée. Il peut scanner l'espace des événements futurs. La première impulsion provient des plumes, quoiqu'elle semble ne pas être la meilleure partie du corps pour un but pareil, car les plumes peuvent tomber. Et pourtant, c'est comme cela. La deuxième impulsion provient des yeux. Après quoi, comme chez le lion, ces deux impulsions se joignent et celle qui en résulte est utilisée pour scanner le temps. Aucune autre partie du corps n'est touchée pour créer l'impulsion. Si les yeux de l'aigle sont fermés, il envoie un système de signaux parallèles en impliquant son corps. D'autres oiseaux n'en sont pas capables. Chez certaines espèces d'oiseaux apprivoisés, tels que les faucons et des aigles royaux, si leurs yeux sont fermés, ils ne peuvent pas scanner et par conséquent, ils n'essaient pas de voler. En balayant l'espace des événements futurs durant une période allant jusqu'à 1 heure, l'aigle voit large. Il se voit lui-même, ainsi que tous les processus, tous les liens, il analyse l'ensemble. La perception de l'aigle se fait à l'aide de la clairvoyance. Pendant la demi-heure qui suit, l'aigle continue à se voir lui-même et certains événements, mais le fond commence à s'effacer. L'aigle se voit nettement pendant 5 ou même 7 heures. On peut dire qu'une sorte de fil s'étire à partir de l'aigle vers l'espace. Grâce à ce fil, il sent s'il y a un problème quelque part et alors il évite cet endroit. Certaines espèces d'aigles peuvent aussi utiliser une vision irrationnelle pour s'orienter pendant le vol. Ils voient mieux de cette façon qu'avec leurs yeux. Cependant, cela leur arrive rarement de s'orienter uniquement par la clairvoyance, car cela exerce une certaine pression sur les os. En observant le vol des oiseaux, on voit parfois qu'ils descendent tout bas et sans toucher la terre, ils remontent en se servant de la force sustentatrice de l'air. L'albatros montre un bel exemple d'un tel vol. Après avoir pris de la vitesse au cours de la descente, il tourne contre le vent et avant de toucher la terre, remonte en flèche. Certes, l'aigle peut faire la même chose. Toutefois, nous sommes plutôt intéressés par un autre procédé qu'il utilise. Il a été remarqué que parfois l'aigle tombe à grande vitesse, puis il semble toucher la terre et ensuite il remonte à cette même grande vitesse. On pensait qu'il atterrissait, puis se repoussant fortement et grâce à cela s'envolait de terre à grande vitesse, mais ce n'est pas le cas. Les tournages faits par des scientifiques australiens ont démontré que l'aigle ne touchait pas du tout le sol. Ce phénomène est demeuré une énigme. En réalité, en voyant l'avenir et en sachant où il voudrait aller après être repoussé depuis le sol, l'aigle se téléporte vers l'endroit où il devait se retrouver après l'atterrissage. L'aigle est donc aussi capable de se téléporter.
Revenons à l'examen du témoignage de Svetlana Kulikova. Son fils et son petit-fils ont vu donc Valentin près d'une grande photo de lion. Maintenant, après avoir pris connaissance des particularités de cet animal, nous pouvons comprendre que sa photo ait contribué à la résurrection de Valentin. Ayant ainsi des capacités de scanner le temps, le lion lance en quelque sorte le champ informationnel de l'avenir dans lequel la résurrection peut avoir lieu. Ensuite, Svetlana écrit qu'elle a écouté la cassette audio sur laquelle j'avais enregistré l'explication de certaines thèses fondamentales concernant l'organisation du monde. Après qu'elle a compris ces thèses, la cassette s'est dématérialisée. Voilà quelques explications. Le ressuscité possède une expérience unique et il veut aider les vivants à comprendre que la résurrection est un phénomène normal, naturel. Les contacts du ressuscité avec les vivants y jouent un grand rôle. Grâce à ce contact, les gens reçoivent une information nécessaire depuis le champ informationnel et ceci contribue à ce que la société commence à percevoir la résurrection comme un phénomène normal. Surtout, ce contact est important avec la personne qui n'est pas au courant que la résurrection a eu lieu. Après son contact avec une personne, le ressuscité vient dans un endroit, puis dans un autre à la recherche de l'expérience. Il effectue ainsi sa propre mission, celle de transmettre des connaissances aux hommes. Une certaine statistique de réaction vis-à-vis du ressuscité se forme. C'est une information très utile pour des résurrections ultérieures. La tâche de Valentin consistait à créer un système de connaissances dans sa famille. Alors, quand sa mère, après avoir écouté la cassette, a compris les thèses énoncées, notamment celle qui dit que l'espace est secondaire par rapport à la conscience, la cassette s'est dématérialisée. Nous venons donc d'analyser le témoignage du 26 janvier 1990 et maintenant nous allons passer au témoignage du 26 avril 1999. Témoignage de Svetlana Kulikova du 26 avril 1999. Ma fille Katia dit qu'au début d'avril, Valentin est venu chez elle pour lui dire que nous aurons de grands changements positifs. Avec moi, Valentin a parlé par l'interphone de la maison. Katia a senti qu'il l'a touché. Il lui a demandé de composer un numéro et d'inviter quelqu'un avec sa voix à elle au téléphone. Elle se rappelle qu'elle a pris le téléphone, s'est assise sur son lit et a composé le numéro. Mais il n'y avait que de longs bips. Valentin a avoué que ce n'était pas urgent, puis a dit au revoir et est parti. Le 11 avril 1999, à la fête de Pâques, vers 18h, ma petite fille Macha, née en 1990, fille de Valentin, mon fils, m'a appelé et m'a dit que Valentin était venu voir sa mère, Marina Glebova, née en 1970. Après une rencontre entre Valentin et son ex-femme Marina, cette dernière, sa fille Macha et une amie de Marina sont allées au cimetière où se trouvait apparemment la tombe de Valentin. Mais elles n'ont pas trouvé la tombe, ni son placement physique, ni rien dans le registre. La première phrase, ma fille Katia dit qu'au début d'avril, Valentin est venu chez elle pour lui dire que nous aurions de grands changements positifs, est très importante. Elle reflète la thèse générale disant que la résurrection est toujours un indice du changement positif de l'avenir. C'est un principe. Si la résurrection a eu lieu, les événements iront dans un sens positif. Katia a senti qu'il l'a touché. Il lui a demandé de composer un numéro et d'inviter quelqu'un avec sa voix à elle au téléphone. Dans le comportement de Valentin, un autre principe se manifeste. Après le premier contact avec un vivant, ou bien même avec un autre ressuscité qui a déjà surmonté le 5e niveau de la résurrection, le ressuscité établit le deuxième contact de façon indirecte à l'aide de quelqu'un. Par exemple, un proche, une connaissance ou un représentant de l'UNESCO appelle quelqu'un de sa part. Dans notre cas, Valentin a voulu le faire par l'intermédiaire de Katia. Elle se rappelle qu'elle a pris le téléphone, s'est assise sur son lit et a composé le numéro. Mais il n'y avait que de longs bips. Valentin a avoué que ce n'était pas urgent, puis a dit au revoir et est parti. Après la résurrection, le ressuscité doit officiellement se faire enregistrer. Il existe une structure dans le cadre de laquelle fonctionne tout un système d'enregistrement des ressuscités. Il s'agit des institutions spécialisées, avec des salles de réception, des téléphones où le ressuscité peut se faire enregistrer.
La particularité de ces institutions est qu'elles ont la propriété d'un double espace, pour ainsi dire, visible pour les ressuscités et ceux qui travaillent avec eux, mais elles restent invisibles pour les gens ordinaires. Pourtant, une caméra peut fixer leurs images. Ces institutions ne sont pas créées par des humains. Pourtant, les bâtiments où elles sont installées ont la même forme que ceux construits par les hommes. Dans ces institutions, travaillent des êtres qui ressemblent à des humains et leurs organes intérieurs fonctionnent de la même façon. Cependant, ce sont des êtres complètement différents et tout comme leurs institutions, ils ont la propriété d'être visibles pour les ressuscités et invisibles pour les gens ordinaires. Il arrive que ces institutions avec leurs employés soient visibles par des gens ordinaires. Par exemple, dans le but d'enregistrer combien de personnes voient le ressuscité, avec combien de personnes il établit des contacts. Une telle institution devient donc visible. Les gens qui passent n'y font certainement pas attention, mais ils rencontrent le ressuscité, ils peuvent lui poser une question ou le contourner, ou bien c'est lui qui peut leur demander quelque chose. Les passants peuvent ne pas comprendre qu'ils ont affaire à un ressuscité. Au même moment, on enregistre combien de personnes ont vu le ressuscité. Durant quelque temps, cette institution reste ouverte pour tout le monde et puis elle redevient invisible pour les gens ordinaires. Il arrive parfois que le substrat matériel de ces institutions change aussi. L'essentiel est de savoir qu'elles existent sur le plan physique. Tout ce système d'enregistrement des ressuscités, avec des institutions spéciales, avec des êtres qui y travaillent et parfois avec des gens ordinaires, ne commence qu'à s'ouvrir aux hommes. Pourtant, ce système a commencé à se former il y a bien longtemps. Par rapport aux institutions mentionnées plus haut, on pourrait se rappeler de l'histoire d'Herbert Wells, le Magic Shop. Je vais rappeler comment elle commence. Un homme et son fils marchent dans la rue. Soudainement, le petit tire son père par un doigt vers la vitrine d'une boutique. Le père lève ses yeux et à sa grande surprise, il voit qu'il y a vraiment une boutique de jouets. On peut comprendre son étonnement. Des milliers de fois, il est passé par cette rue, mais il n'y a jamais eu de boutique. L'enfant l'a vu. Ils sont entrés et ils ont découvert des jouets magnifiques. Cette histoire fait partie d'un recueil intitulé « Œuvres fantastiques ». En effet, notre réalité dépasse considérablement toute science-fiction. Et surtout à la vue de ce que les gens auront encore à apprendre. Après la résurrection, l'homme doit donc se faire enregistrer. Les êtres dont nous venons de parler accueillent le ressuscité après la résurrection. Ils sont au courant de tout. Ils ont toute l'information nécessaire. Ils donnent les numéros de téléphone à leur bureau au ressuscité et ils lui proposent un logement pour qu'il puisse en profiter s'il le veut. Le ressuscité a la liberté de choix. Il prend la décision lui-même, s'il veut rester chez des proches ou ailleurs. Il fait son propre choix qui dépend dans une grande mesure de l'attitude des proches, de leur réaction à sa résurrection. Il est préférable d'accomplir l'enregistrement à une distance qui ne serait pas trop éloignée de l'homme avec qui le ressuscité a eu son premier contact. La distance physique de l'endroit du premier contact est moins importante, mais il vaut mieux, si c'est possible, être enregistré dans une des institutions situées pas très loin. La rencontre avec un vivant constitue la pleine reconnaissance du fait de la résurrection. Si l'on prend le ressuscité en photo, sans contact avec un vivant, cela peut être considéré comme une étape préliminaire de la reconnaissance du fait de la résurrection. L'importance d'un contact personnel consiste en l'importance du contact avec le tissu du vivant. Après avoir établi ce genre de contact, on peut passer à l'enregistrement. Si le ressuscité peut venir dans une des institutions subventionnées accompagné de 2 personnes, il peut passer immédiatement à l'enregistrement, puis il peut y rester et aller chez ses proches. Si le ressuscité n'a qu'un seul accompagnant, il faut d'abord appeler la réception et demander un conseil. L'obtention des pièces d'identité est l'étape finale de l'enregistrement. Ayant les papiers, le ressuscité peut continuer à établir des contacts à un autre niveau. Il faut dire qu'au début, le ressuscité reste en contact avec les structures organisationnelles. Le programme est tel que pendant quelque temps, le ressuscité participe au processus global du salut. Lorsque Valentin a demandé à Katia de faire un appel, il accomplissait ainsi la mission qui lui avait été confiée. Ensuite, Svetlana Kulikova écrit que le 11 avril 1999,
À la fête de Pâques, sa petite fille Macha l'a appelé et lui a dit que Valentin était venu les voir, elle-même et sa mère Marina, l'ex-femme de Valentin. Après cette rencontre avec Valentin, Marina, Macha et une amie sont allées au cimetière où se trouvait la tombe de Valentin. Durant les 5 années précédentes, elles y sont allées à plusieurs reprises et elles connaissaient bien l'emplacement de la tombe. Mais cette fois-ci, elles n'ont pas trouvé la tombe et le registre ne contenait pas l'information sur l'enterrement de Valentin. Tout d'abord, nous allons calculer avec combien de personnes Valentin a eu un contact. Les premiers ont été Dimitri et Mikhaïl qui l'ont vu dans la chambre près d'une photo du lion. Ensuite, il a parlé à sa mère par l'interphone de la maison. Le contact direct suivant a été fait avec sa sœur Katia. Et enfin, il est venu voir son ex-femme et il a eu un contact avec sa fille Macha. Cela fait donc 4 contacts au niveau de la vision physique. Adressons-nous à la numérologie. Utilisons le fait que chaque objet a toujours son reflet dans le domaine informationnel. C'est pourquoi dans la structure de la gestion informationnelle, je souligne le mot gestion. Il y a toujours le principe d'augmentation de 2 fois. Si on multiplie 4 par 2, cela donne 8. Si le 8 tourne, il se transforme en l'infini. Cela signifie un décalage de l'espace-temps. Le 4e contact avec un proche a lieu à la fête de Pâques. Ce jour-là, à la fête de la résurrection du Christ, le canal de la résurrection est particulièrement adapté pour ajuster l'espace-temps. C'est à la fête de Pâques que s'ouvrent au maximum les connaissances naturelles sur la résurrection totale de ceux qui sont partis. Cette année-là, en 1999, la fête de Pâques a eu lieu le 11 avril. Si l'on considère cette date comme un nombre, on aura le 7. 11-04-1999, ce qui donne 1 plus 1 plus 0 plus 4 plus 1 plus 9 plus 9 plus 9 donne 3 plus 4 donne 7. La date du 4e contact a ainsi la structure vibratoire de la journée de la nativité du Christ. C'est un très fort support. Ici, on voit nettement l'immortalité réalisée à travers la naissance et la résurrection. La numérologie confirme ainsi le caractère sérieux des événements du point de vue des lois de l'organisation du monde. La disparition de la tombe et de l'enregistrement sur l'enterrement s'explique par la loi suivante. À certaines conditions, l'événement peut sortir du cadre de sa réalisation. C'est-à-dire qu'il est possible de modifier un événement qui a eu lieu dans le passé jusqu'à ce qu'il ne se manifeste plus dans le présent. Dans notre cas, l'espace-temps a été déplacé vers la zone où Valentin vivait encore. C'est pour cela que sa tombe n'était plus au cimetière et que le registre ne contenait pas d'inscription sur son enterrement. Cependant, la présence ou l'absence de la tombe dépendent dans une grande mesure de la volonté du ressuscité, s'il souhaite ou non laisser l'information visible sur ces événements. Dans ma pratique, il y a déjà eu beaucoup de cas où toute l'information sur la mort disparaissait entièrement jusqu'au fait où personne dans l'entourage du ressuscité ne se souvenait de sa mort. Valentin n'était alors plus considéré comme quelqu'un de décédé. Par conséquent, il a dû passer par encore un autre enregistrement. Le premier enregistrement a établi sa résurrection au niveau physique et le deuxième a confirmé le fait qu'il n'était pas décédé. Notons un aspect important. Il s'est avéré que Valentin se rappelait bien sa résurrection. Les détails de son enregistrement en tant que ressuscité, la disparition de sa tombe, l'enregistrement du fait qu'il n'avait pas été considéré comme décédé. Il se souvenait de tous ces événements réels fixés par de nombreux témoins. De cette façon, nous avons appris que Valentin se rendait compte qu'il était passé par la structure de la résurrection et en même temps par la structure du non-accomplissement du fait de sa mort. Nous voyons ainsi un exemple de la réalisation pratique du principe qui résout le problème de la mémoire des réincarnations. Du point de vue de certaines théories, la mémoire des existences passées disparaît pour laisser la place à une nouvelle expérience. Pourtant, la description de la résurrection submentionnée démontre que l'ancien stéréotype cède sa place au nouveau. Aujourd'hui, la mémoire permet de garder parallèlement les souvenirs d'une vie ainsi que le fait de l'absence de la mort, c'est-à-dire d'une vie parallèle
réalisée grâce au décalage de l'espace-temps. Ceci est une connaissance nouvelle affirmant qu'il est possible de se rappeler des vies précédentes, ce qui signifie qu'on peut ne plus mourir et vivre éternellement. Et en plus, choisir de façon consciente la meilleure variante de sa vie. Cependant, le principe de non-assassinat doit rester inébranlable en dépit de tout changement. D'ailleurs, les faits submentionnés démontrent que toute destruction est insensée, car on peut tout restaurer. En conclusion, on peut dire que pour Valentin, le personnage principal de cette histoire, tout est bien allé. Il a réussi sa vie personnelle, a trouvé un bon travail et en règle générale, tout se déroulait comme pour quelqu'un qui n'était jamais décédé. Cas numéro 3. Passons à l'examen du cas suivant. Témoignage de Lubov Kazakova du 1er juin 1999. Je me suis adressé le 6 mai 1999 à Grigory Grabovoy en vue de ressusciter ma mère Nina Shigirentseva. Je déclare que Grigory Grabovoy a vraiment ressuscité ma mère, née le 23 décembre 1923 et décédée le 18 avril 1999 à Moscou. Je suis allé au cimetière. Après avoir approché la tombe, j'ai eu une grande surprise. Le vase en plastique que mon fils avait enfoui à 7-10 cm dans la terre gisait d'un côté de la tombe et les fleurs de l'autre. J'ai eu l'impression que le vase avait été poussé de l'intérieur. Ensuite, je me suis approché près de la tombe et j'ai commencé à écouter la cassette où Grigory Grabovoy parlait de la résurrection de maman. Quelque temps plus tard, la terre sur la tombe a commencé à bouger. Je ne me sentais pas à l'aise, j'ai reculé. Je me suis mis à côté d'une autre tombe. J'ai continué à écouter la cassette. Je l'ai écoutée 3 fois et j'ai vu la terre ou un grand territoire comme si je regardais de côté. C'était une forêt sombre composée de sapins bruns. Après cela, je suis parti tout de suite. Quand je suis venu au cimetière la deuxième fois, j'ai senti tout de suite que la tombe était vide et qu'il n'y avait personne là-dedans. Plus tard, j'ai demandé à maman de me faire signe si je faisais tout correctement. Soudainement, j'ai regardé le mur. Au mur, à la même hauteur, étaient suspendues une cuillère et une fourchette, 82 cm de longueur. J'ai remarqué que la fourchette était descendue de 61 cm et avait bougé de 15 cm vers la cuillère. Personne n'est entré dans la pièce pendant la journée. Personne ne pouvait déplacer la fourchette. Mais juste 2 heures avant cela, en regardant la cuillère et la fourchette, je m'étais dit qu'il fallait bien les mettre dans la cuisine. J'ai compris que maman m'avait envoyé un signe. Après la rencontre avec Grigory Grabovoy le 6 mai 1999, j'ai eu un contact avec maman dans la nuit du 7 mai 1999. Elle était mécontente. Pendant le contact, nous avons eu des obstacles physiques. Mais ils ont disparu quand maman a touché ma joue de sa main. Je suis resté calme pendant la rencontre avec ma mère physiquement ressuscitée. Commentaire de Grigory Grabovoy. Voyons ce que Lubov Kazakova a écrit. Après avoir approché la tombe, j'ai eu une grande surprise. Le vase en plastique que mon fils avait enfoui à 7-10 cm dans la terre gisait d'un côté de la tombe et les fleurs de l'autre côté. J'ai eu l'impression que le vase avait été poussé de l'intérieur. Ici, nous avons affaire à la situation qui ressemble beaucoup à celle qui a été décrite dans le cas de Roussanov. Nous en avons déjà parlé. Il y a eu l'éjection d'une sphère. L'éjection peut se faire par exemple par une fissure. D'habitude, la voie de la moindre résistance est utilisée. Il faut noter qu'il existe une technologie spéciale de résurrection liée à l'enfouissement de l'homme. Si on enfouit un homme et qu'on place des traverses dans certains endroits, l'homme se rétablit. Si l'on applique la technique correcte d'enterrement, le corps physique ne se décompose pas et il peut se lever périodiquement pour prendre de la nourriture végétale. S'il s'agit des saints impérissables, ils peuvent se nourrir beaucoup plus rarement, par exemple une fois tous les 100 ans. L'idée de cette technologie d'enterrement consiste à ce qu'après la résurrection, il devient plus facile de rétablir toutes les fonctions vitales du corps physique afin d'assurer une vie normale de l'homme. D'ailleurs, pour donner plus de possibilités au corps physique, on laissait des espaces ouverts dans certains enfouissements. Auparavant, les enfouissements étaient faits de façon à laisser l'homme se ressusciter. S'il s'agit de la résurrection et que l'homme a gardé son corps physique,
On peut utiliser une procédure un peu différente basée sur une orientation spéciale des parties du corps. La méthode d'enfouissement de l'homme peut être utilisée notamment pour sauver les gens qui ont subi une décharge électrique. L'épaisseur de la couche de terre au-dessus de l'homme est d'une grande importance. Elle affecte la vitesse de la résurrection. La terre a la propriété de servir d'écran. Pour cette raison, les processus peuvent différer en fonction de la couche posée. Je donnerai ici un conseil pratique, à savoir comment aider un homme qui a reçu une décharge électrique. Tout dépend de la puissance du courant, mais dans tous les cas, il faudrait faire ce qui suit. Premièrement, assurer le contact du poing de la main droite avec la terre. On peut le faire en appuyant la main droite contre la terre ou bien à travers tout autre objet touchant la terre. Deuxièmement, mettre à terre le poing de la main gauche ou plutôt la partie un peu au-dessus du poing. Ensuite, on peut passer à des procédures standards. Dans le cas d'une décharge électrique, l'essentiel est d'aider les tissus du cerveau à se régénérer. Les deux procédures décrites servent à accomplir cette fonction. Continuons l'examen du témoignage. Ensuite, je me suis approché de la tombe et j'ai commencé à écouter la cassette où Grigory Grabovoy parlait de la résurrection de maman. Quelque temps plus tard, la terre sur la tombe a commencé à bouger. En fait, la résurrection peut se faire directement sur la tombe et la première rencontre aura lieu dans cet endroit. Pour la conscience de l'homme, cela pourra être plus simple, mais seulement à condition que l'homme puisse le supporter et qu'il n'y ait pas de déformation des cellules. J'ai déjà dit que la résurrection ne doit jamais traumatiser l'entourage, elle doit se faire dans des conditions favorables pour tout le monde. Le fait que la terre a commencé à bouger signifie que la préparation de la résurrection a commencé directement sur la tombe. Il arrive que les gens viennent sur la tombe et après la résurrection, amènent les ressuscités. Dans notre cas, Lubov Kazakova n'y était pas psychologiquement prête. Plus tard, elle a dit qu'elle se préparait à la résurrection chez elle, à la maison. Je ne me sentais pas à l'aise. J'ai reculé. Je me suis mise à côté d'une autre tombe. J'ai continué à écouter la cassette. Je l'ai écoutée 3 fois et j'ai vu la terre ou un grand territoire comme si je regardais de côté. C'était une forêt sombre composée de sapins bruns. Le processus de résurrection continuait. Lubov Kazakova était tendue. C'est pourquoi un élément supplémentaire visant à diminuer cette tension par la dispersion de son attention a été introduit. Un grand nombre de sapins bruns. Quand je suis venu au cimetière la deuxième fois, j'ai senti tout de suite que la tombe était vide et qu'il n'y avait personne là-dedans. Il faut dire que Lubov Kazakova possède de bonnes capacités sensitives. Elle a diagnostiqué la tombe et elle a vu qu'il n'y avait pas de matière physique là-dedans. Elle a compris que sa mère n'était plus là. D'ailleurs, la terre avait déjà bougé la première fois. C'est pourquoi Lubov a eu besoin d'avoir une confirmation que sa mère était quelque part à côté et que tout allait bien. Plus tard, j'ai demandé à maman de me faire signe si je faisais tout correctement. Lubov Kazakova a donc regardé le mur où étaient suspendues une cuillère et une fourchette en bois. Et elle a vu que la fourchette avait été déplacée vers le bas. On peut dire que Lubov a utilisé de très bonnes méthodes d'enregistrement. Le texte donne les grandeurs concrètes des distances qu'elle a mesurées. Elle a même fait des photos. En déplaçant la fourchette, la mère a laissé sa fille comprendre qu'elle faisait tout correctement et qu'elle pouvait être calme. C'était une période de transition. La mère a quitté la tombe et elle devait établir un contact avec sa fille. L'incident avec la cuillère et la fourchette était une étape préparatoire à la résurrection même qui a eu lieu dans la nuit du 7 mai. Après la rencontre avec Grigory Grabovoy le 6 mai 1999, j'ai eu un contact avec ma maman dans la nuit du 7 mai 1999. Elle était mécontente. Pendant le contact, nous avons eu des obstacles physiques, mais ils ont disparu quand maman a touché ma joue de sa main. Je suis resté calme pendant la rencontre avec ma mère physiquement ressuscitée. Nina, la mère de Lubov, est une personne illuminée. Dans l'une de ses vies précédentes, elle avait été un yogi. Elle avait même partiellement assemblé son corps. Plus tard, on a appris qu'elle avait juste expérimenté un mécontentement car sa fille était clairvoyante. Mais malgré cela, elle n'était pas psychologiquement prête à la résurrection directement sur la tombe, ce qui a prolongé le temps de la procédure. Mais en gros, elle était très contente parce que sa fille agissait correctement.
Au cours du premier contact, lorsque l'homme vient d'être physiquement ressuscité, son proche peut être très tendu. Ces sensations peuvent être redoublées à cause de l'excitation émotionnelle. Des sensations particulières peuvent surgir, par exemple le frémissement des rideaux à cause du vent peut être perçu comme un obstacle physique. Mais quand la mère a touché de sa main la joue de sa fille, notons que c'était sa main physique, la tension a tout de suite baissé et les obstacles ont disparu. Il est aussi très important de dire que Lubov est resté calme pendant la rencontre avec sa mère et tout s'est bien passé. Cas numéro 4. Passons au cas de la résurrection accomplie le jour de la mort biologique. Le texte du témoignage est extrait du livre de Grigory Grabovoï, Pratique du pilotage, chemin du salut. Témoignage de Lev Bogomolov du 28 janvier 1998. Le 7 janvier 1998, je me suis adressé à Grigory Grabovoï à Moscou par rapport à la mort d'O. Grigory Grabovoï a vraiment ressuscité les fonctions vitales d'O après mon appel et cela s'est passé entre 23h15 le 7 janvier 1998 et 16h15 le 8 janvier 1998. La mort d'O a été confirmée par la déclaration de son époux, E, et la conclusion des médecins le 7 janvier 1998. La restauration de la vie d'O après la séance de 17 heures effectuée à distance par Grigory Grabovoï est certifiée par le fait que j'ai parlé avec O à 16h15 le 8 janvier 1998 et par le témoignage de son époux E. Aucune autre méthode n'a été utilisée pour la restauration d'O qu'une action extrasensorielle intensive réalisée à distance par Grigory Grabovoï. Commentaire de Grigory Grabovoï. Dans ce cas, la résurrection a eu lieu 17 heures après que les médecins eurent constaté la mort biologique. Dans le cas de la résurrection, en 24 heures après la mort biologique, les ressuscités ne ressentent pas vraiment la différence entre la maladie et la mort biologique. Cela prouve que la conscience possède la fonction de restauration du corps en dépit de n'importe quelle destruction et pendant longtemps, elle conserve des données sur le fonctionnement du corps physique. En communiquant mentalement les principes et les méthodes de résurrection à la conscience de celui qui est parti, on peut activer cette fonction de la conscience et le corps commencera à se rétablir. Le rétablissement se fait plus rapidement si l'âme est prête à la résurrection et si un nombre important de gens contribue à cela. La résurrection s'effectue sur la base de la liberté du choix de l'âme de la personne. La connaissance des principes et des méthodes de résurrection doit se répandre partout pour que tout soit au courant de la résurrection en tant que voie unique de développement. La vie se développera vers l'éternité. Les humains prendront le chemin de l'immortalité. Ceux qui sont partis seront ressuscités. La loi du Créateur sur la vie éternelle se réalisera. Les conclusions suivantes découlent de l'analyse des cas concrets de résurrection. Premièrement, le ressuscité, tout comme un homme ordinaire, a le libre droit de choisir où et avec qui rester et pour combien de temps. Il a cette possibilité si d'autant plus on tient compte du fait que l'enregistrement se fait au niveau supérieur et des organisations internationales s'en occupent. Ensuite, l'enregistrement se fait dans son pays. Parfois, mais très rarement, il arrive que l'enregistrement se fasse dans le pays et ensuite dans les organisations internationales. Ici, je parle des organisations ordinaires, c'est-à-dire celles qui sont créées par des humains. Mais le tout premier enregistrement dont j'ai parlé analysant le cas numéro 2 se réalise pour le ressuscité dans des structures spéciales. En effet, le ressuscité passe par deux enregistrements différents. Le premier se fait dans des structures spéciales et le deuxième dans nos institutions ordinaires. Les ressuscités ont les mêmes droits que les gens ordinaires. La seule différence est qu'ils sont passés par la procédure de résurrection. Deuxièmement, afin d'augmenter la vitesse de la résurrection, il est important d'assurer le contact avec des structures spéciales par lesquelles passe la résurrection, avec des êtres subventionnés, avec leurs représentants concrets, etc. Pour cela, il est préférable d'avoir des moyens de communication comme le téléphone pour qu'on puisse appeler et obtenir de l'information. On peut se passer de téléphone si l'on possède des capacités télépathiques bien développées. Dans ce cas, le ressuscité peut envoyer une demande de façon télépathique grâce à une concentration mentale et recevoir la réponse de la même façon. La vitesse de la résurrection augmente si l'on comprend qu'elle peut se faire directement
sans instance intermédiaire qui assure le cumul des structures du ressuscité et de celles des vivants. Aujourd'hui, il arrive assez souvent que le ressuscité apparaisse devant le vivant. Si ce dernier possède cette connaissance sur la résurrection, le ressuscité ne passe pas par des étapes qui impliquent l'intervention des représentants surmentionnés visant à réunir les ressuscités et les vivants. Les conditions de la résurrection peuvent varier et ce n'est pas indispensable d'avoir des structures transitoires dans certains cas. Troisièmement, la résurrection a toujours un effet positif car elle démontre que toute destruction est impossible. Grâce à la résurrection, des situations se déroulent de façon favorable. J'ai beaucoup de cas concrets prouvant que la résurrection a été un événement bénéfique pour tous. Souvent, lorsque le ressuscité se mettait en contact avec ses proches, ceux-ci se débarrassaient des maladies telles que des tumeurs, leurs problèmes commençaient à se régler, des changements positifs surgissaient et leur vie passait à un autre niveau où tout va à merveille. La résurrection a ainsi un effet très positif sur les vivants car par le fait même de sa réalisation, elle instaure le statut d'une vie complètement nouvelle. Et les gens qui se joignent à ce statut commencent à vivre à un autre niveau, beaucoup plus favorable que celui avant que la résurrection ait lieu. Merci d'être resté avec moi jusqu'à la fin de la lecture du chapitre 1. Je vous encourage à cliquer sur le bouton s'abonner maintenant pour être notifié de la suite parce que très bientôt je vais publier le chapitre 2. Abonnez-vous maintenant pour être notifié. Merci, à très bientôt.